Il y a toujours un suivi de cette attention, c'est-à-dire que fatalement, elle va vivre cette attention, elle va bouger, il va se passer plein de choses à ce niveau-là, et puis pendant le temps de méditation, on va observer tout ça et on va découvrir des moyens un petit peu de réguler, d'agir dessus. Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et à la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et je vais vous parler ici du lien entre la méditation et ce que je peux vous apprendre par ailleurs dans d'autres vidéos. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la méditation? Alors au risque d'être simpliste, je pourrais dire qu'il y a toujours le choix d'une cible sur laquelle on va placer son attention. Alors cette cible, il faut bien comprendre qu'elle peut être très simple, comme le souffle, ou bien très experte, par exemple une sorte de sensation de densité de l'attention, de sa position dans l'espace, etc. Mais il y a toujours un suivi de cette attention, c'est-à-dire que fatalement, elle va vivre cette attention, elle va bouger, il va se passer plein de choses à ce niveau-là, et puis pendant le temps de méditation, on va observer tout ça et on va découvrir des moyens un petit peu de réguler, d'agir dessus. Donc à la base, il va y avoir ça. Alors évidemment, il y a des myriades de types de méditation en fonction de l'objet, de la cible, si elle est très concrète, très abstraite, etc. Mais il y aura toujours un petit peu ça. Alors ce que ça signifie, c'est que par les heures qu'on passe dans cette observation, on va développer fatalement une compréhension phénoménologique de l'attention. C'est-à-dire, effectivement, il y a des lois, il y a des régularités. Si je fais ça, il se passe ça. Si je fais ça, il se passe ça. Quand j'ai telle pensée, j'ai l'impression que peut-être il y a une montée, etc., etc. Donc, on développe une familiarité et un modèle, presque un modèle mental de la façon dont fonctionne l'attention, mais à un niveau très phénoménologique, c'est-à-dire du point de vue de l'expérience personnelle, qui est évidemment très différent de celui qu'on peut obtenir à partir des neurosciences cognitives. Ceci dit, il est évident, à écouter les experts, que la forme de compréhension de l'attention qu'ils développent est extrêmement sophistiquée, extrêmement développée. Il y a réellement une très très grande familiarisation avec l'attention qui aboutit à, en certains cas, une maîtrise presque parfaite. Alors comme point commun avec ce que je présente dans d'autres vidéos, c'est cette idée de stabilité. C'est-à-dire que quand on part des neurosciences et qu'on essaie de voir comment développer une éducation de l'attention, on arrive forcément à la recherche d'une certaine stabilité. J'observe les déplacements de mon attention, je la ramène, etc. Et on aboutit également à une notion de contrôle doux. C'est-à-dire que l'attention, elle n'est pas contrôlée par la force, elle est vraiment contrôlée par petites touches, de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on remarque que ça part et tout de suite. C'est l'idée de ce sens de l'équilibre attentionnel et cette image du funambule. Il y a aussi, comme point commun entre les deux approches, cette notion de PIM, perception, intention, manière d'agir. Parce que finalement, la plupart des pratiques de méditation peuvent se définir avec un PIM, donc une perception à privilégier. Je prends l'exemple de l'attention à la respiration. Donc, il y a une perception que je dois privilégier parmi toutes les autres perceptions. C'est donc la sensation de mon souffle, un certain endroit de mon corps. Et puis, une manière d'agir. Cette manière d'agir, c'est simplement, dès que je remarque que l'attention a dévié, je ramène. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est bien une manière d'agir avec l'intention, d'avoir cette régulation. Éviter que l'attention se laisse engloutir par des pensées, par exemple. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un enseignement méditation, l'approche pédagogique est beaucoup basée sur le ressenti. C'est-à-dire, en gros, un enseignant va dire, si vous faites ça, vous allez ressentir ça. Parce que moi, en tant qu'enseignant, la personne en tant qu'enseignant, c'est ce qu'elle ressent. C'est aussi ce qu'elle a déduit de témoignages. Et puis, l'étudiant va lui-même faire son expérience et constater si oui ou non ça colle avec ce qu'a dit l'enseignant. Donc, c'est un peu, faites-moi confiance, vous allez voir, vous allez observer ceci. Donc, il n'y a pas une démonstration logique. La limite, d'un point de vue scientifique, de ce type d'enseignement, c'est que c'est un peu parole contre parole. Si vous arrivez en tant que disciple et vous dites, non, moi, ça le fait pas, le maître en face de vous peut pas dire, si, ça doit le faire. En fait, il n'a pas moyen de le prouver. C'est juste une question d'expérience. Et donc, si deux personnes décrivent des expériences différentes, il n'y a pas moyen de les réconcilier. Avec une démonstration scientifique, on arrive à quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on va dire que tu dis que c'est pas comme ça pour toi, mais en fait, tu as un corps humain, tu as un cerveau humain, donc fatalement, il y a des choses qui sont universelles, donc tu ne peux pas faire exception. C'est comme d'expliquer le mécanisme du cancer du poumon, et d'expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que fumer peut encrasser ses poumons. On lui décrit, à partir du moment où tu as des poumons, le tabac va avoir cet effet-là, etc., etc., et ça peut amener un cancer. Ton corps humain ne fait pas exception, c'est pas un corps différent de tous les autres, donc ça va t'arriver aussi, tu as le même risque. Donc il y a cette espèce de côté universel et un petit peu inéluctable de la démarche scientifique d'expliquer sur la base de la science comment fonctionnent les choses, qui est pas possible dans un enseignement de méditation et de toute façon c'est pas le but qui est recherché. Alors l'autre chose, et c'est intéressant parce que il y a beaucoup de programmes de méditation qui se développent dans les écoles pour aider les enfants à mieux se concentrer. Et d'une certaine façon, dans bien des cas, ça produit des effets qui sont tout à fait intéressants. Et on comprend pourquoi, puisque à partir du moment où la méditation est vue comme une stabilisation de l'attention et un entraînement à observer les dérives de l'attention, fatalement, on est de fait presque par définition dans un entraînement de l'attention.
Ceci dit, il y a d'une certaine façon un peu une limite à ça quand même. C'est que quand on est plongé dans un exercice de mathématiques, ou en train de rédiger une rédaction, ou en train de relire des fautes d'orthographe, la cible ne peut pas être la respiration. L'attention ne doit pas se poser sur la respiration, et la respiration est plutôt un distracteur. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à choisir une cible qui est compatible avec l'exercice qu'on veut faire. Ça peut être une cible très, très intellectuelle. Dans ce cas-là, il faut être capable de définir une cible très intellectuelle et placer son attention dessus. C'est-à-dire qu'il faut élargir le concept de méditation à des cibles attentionnelles qui sont parfaitement adaptées aux activités scolaires. Donc là, on est obligé en fait d'élargir par rapport aux pratiques de méditation habituelles. Par exemple, si quand vous relisez votre rédaction, vous êtes à l'affût de la moindre faute d'orthographe, et votre cible, c'est cette perception qu'il y a une faute d'orthographe. C'est pas la respiration. L'autre chose, c'est que la plupart des activités de la vie quotidienne, scolaire et autres, en fait, nécessitent vraiment une dynamique de cible. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant quelques secondes, il y a une cible qui est particulièrement efficace, et puis la seconde suivante, ça va être autre chose. Alors tout ça est bien maîtrisé, c'est pas de l'attention qui part dans tous les sens, mais par exemple, vous jouez au football, l'attaquant s'approche debout avec le ballon au pied, vous allez avoir un certain type de cible attentionnelle, et puis il fait la passe, ça va être autre chose. Donc d'un moment à un autre, il y a une variation dans les PIM, dans les façons de se concentrer, qui en général n'existe pas dans la méditation. Dans les instructions de méditation, au contraire, c'est extrêmement stable, du début jusqu'à la fin. Pourtant, dans la vie réelle, il faut cette dynamique. Il faut être capable de cette dynamique, de cette très grande fluidité dans le choix de ces cibles attentionnelles. L'autre chose qu'il faut bien voir, et là encore, c'est que dans une session de méditation, l'intention est parfaitement définie. C'est-à-dire que tout le cadre est fait pour éliminer les distracteurs et faire en sorte que on est très au clair sur ce qu'on a à faire. Là encore, dans une situation de la vie quotidienne, scolaire, professionnelle et autres, on est souvent face à des tâches très complexes, des environnements complexes, où justement, ce qu'il y a à faire est pas du tout évident. On doit construire soi-même sa façon de se concentrer, c'est-à-dire ramener une tâche complexe à une tâche simple, une seule intention, peut-être éventuellement bâtir des PIM, choisir sa cible attentionnelle. Donc en fait, tout ce travail de prise en compte de la complexité pour la ramener à une série d'étapes simples, où là, on peut se concentrer, il n'existe pas dans un enseignement méditation parce que c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de simplifier au maximum pour que justement, on soit parfaitement au clair sur ce qu'on a à faire. Et de la même façon, la cible, comme je le disais, est toujours parfaitement définie. C'est-à-dire qu'on explique, la cible, ça va être ça. Alors que là encore, dans la vraie vie, si on veut apprendre à maîtriser son attention, il faut apprendre à sélectionner la bonne cible. Il faut y réfléchir et choisir sa bonne cible activité par activité et presque parfois moment par moment. Donc tout ce travail, il doit être fait quelque part quand on veut vraiment apprendre à maîtriser son attention. Il n'est pas forcément enseigné dans un enseignement de méditation, mais là encore, c'est pas le but. Alors pour finir, moi personnellement, j'ai absolument rien contre la méditation. D'ailleurs, je la pratique quotidiennement depuis plus de 30 ans maintenant. C'est une évidence, c'est un outil formidable pour apprendre à maîtriser son attention. Elle est utilisée avec succès dans bien des classes auprès de bien d'enfants, à condition que le contexte soit le bon, que l'enseignant ait une véritable compétence dans le domaine. Et je dirais que globalement, la méditation en général et ce que je peux proposer dans un programme comme Atoll et autres, ou dans ces vidéos, en fait, sont parfaitement complémentaires. Ça va très très bien ensemble. Merci beaucoup et je vous retrouve pour d'autres vidéos.